observe depuis un moment déjà, on va dire plusieurs années, la pratique liée à la rédaction de lettres de demande d'emploi dans le chef de jeunes congolais. Et malgré cette démarche, ces derniers peinent quand même à s'y trouver un emploi. Alors, pour ce nouveau numéro, nous allons mettre le point en ce qui concerne l'employabilité ici en RDC, où nous aurons à dénicher les origines, les causes, afin de trouver un remède palliatif à cette question. Pour parler de cela, je reçois pour vous un conférencier, un entrepreneur, un coach, si on doit le dire ainsi, à la personne de Eugène Kandolo avec qui nous allons échanger. Les coachs sur mesure, bonjour et bienvenue. Bonjour Jamie de la presse. Comment Merci allez-vous? beaucoup. Ouais, toujours très bien. Il y a une personne qui me disait l'autre fois, en tout cas pour les entrepreneurs, s'il faudrait leur demander en ce qui concerne la santé, il faudrait carrément dire est-ce que les affaires évoluent bien? Parce que si les affaires vont bien Ah, ok. et tout. Non, mais il faut faire attention, il ne faut pas dépendre des aspects extérieurs à vous. La bonne humeur, le, l'état d'esprit du bien-être ne doit pas dépendre de l'extérieur. Si ça dépend de l'extérieur, tout le monde serait malade au Congo. Alors, Voilà. bon, c'est son point de vue en tout Hmm, cas. ouais, bon, je concède, hein. Mais moi, je vais toujours très bien que, bon, qu'il y ait hausse du dollar, qu'il y ait baisse du dollar. Rassure-moi. Voilà. Alors, ça, c'est Elle très a important. répondu tout va bien, comme Ouais, la femme sur la liste. toujours, hein. Alors, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, nous allons un peu toucher la question liée à l'emploi ici en RDC. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, sous quel œil vous jugez ce secteur ici dans notre pays? Bon, mais ce n'est pas un secret c'est un secret des polichinelles. La question de l'emploi, c'est un casse-tête ici dans notre pays parce que sinon, on n'aurait pas les taux de chômage autant élevés que celui qu'on a. Donc aujourd'hui, autant que partout ailleurs dans le monde, mais dans la particularité congolaise, la question d'emploi est vraiment une question qui reste pendante parce qu'il n'y a pas jusque-là de solution idoine. Donc, c'est une question assez complexe. J'étais dernièrement dans une conférence au Congo d'en face. Comme toujours. C'est carrément un peu similaire, je crois que l'Afrique centrale ou l'Afrique en général. Mais la particularité congolaise, c'est que on a ce contraste, parce qu'en réalité, on devrait effectivement absorber cette question, vu les potentialités que le pays a. Malheureusement, Nous sommes pris. l'emploi, l'employabilité reste carrément un casse-tête et c'est une sorte de marigot où on bouffe les jeunes à toutes les sauces avec les questions de sous-traitance, les questions de stage professionnel, mais c'est justement parce qu'il n'y a pas d'emploi qu'on peut se jouer de celui qui n'a pas d'autre Pour dire alternative. carrément, c'est de l'exploitation, si on peut le dire. Oui, mais les contextes l'exigent parce que le contexte ne répond pas à un besoin et par conséquent, quand il y a rareté de quelque chose, celui qui en possède se comporte comme il veut. Alors, s'il faudrait revenir un peu plus bas, quelles sont les causes de cette situation? Parce qu'on en parle, oui, mais il faudrait d'abord retracer afin de trouver, pour trouver un remède, il faudrait d'abord retracer l'origine. Mais les causes sont simples. À Kinshasa, à l'indépendance, la ville de Kinshasa n'avait que 200 000 à 400 000 personnes. Aujourd'hui, on a 10 millions de personnes. Fait cette exportation dans toutes les provinces avec le 100 millions de Congolais ou plus de 100 millions de Congolais qu'on a actuellement. Et si chaque année, en termes de création d'emplois, on n'en crée pas suffisamment et que la population augmente, donc automatiquement ce besoin d'employabilité, cette rareté de l'employabilité se constate. Donc c'est un fait naturel dans le dynamisme même de l'évolution démographique d'une nation. Et il faudrait qu'il y ait de politiques publiques qui répondent à ce besoin parce que le monde actuel, c'est un monde qu'on appelle le siècle de vitesse. Tout va à une grande vitesse au point que si vous n'y prenez pas garde, vous restez vraiment en retard. Alors, dernièrement, j'ai échangé avec un monsieur qui a vécu, parce qu'on va dire qu'il n'est pas de ce 21e siècle, Mm. qui m'est parlé du Zaïre.
est-ce que les effets de la zaïranisation ne se font pas sentir jusqu'à ces jours? Bon, Quand on regarde le secteur de l'emploi ici en donc, RDC. je ne prendrai pas le risque de faire ce lien ou ce raccordement, Ok. parce que ça fait quand même quoi, zaïrianisation, c'est vers des années 70, 72, 73, 71, c'est pas aujourd'hui, les années 74. Comme je l'ai dit, les effets continuent. Ouais, oui, mais on ne peut, pourquoi je dis que ça ne peut pas être? Parce que la zaïrianisation n'avait pas créé la rareté de l'emploi. Donc, bien au contraire, il y avait, je ne vais pas appeler ça abondance, mais il y avait beaucoup d'entreprises en présence et il fallait trouver des gens qui devraient Mais qui ne gérer cela. maîtrisaient pas la chose. Oui, voilà pourquoi il y a eu beaucoup d'entreprises qui Ont sont, fermé. voilà, qui ont fermé. Mais ce qui est vrai, c'est qu'après, il y a eu un boom de certains nationaux qui ne dépendaient pas forcément de la zaïrisation et qui a engagé beaucoup de gens. C'est pour cela que je dis que ce n'est pas automatique. Je ne vois pas vraiment comment je peux faire un lien direct. Mais les liens les plus plausibles qu'on peut aborder, c'est la question de la croissance démographique d'un pays et le manque de réponse en termes d'absorption de cette quantité de population qui effectivement devrait être orientée dans une certaine mesure en parlant bien sûr de ceux qui sont en âge de travailler, parce que le travail des enfants est interdit par la loi. Et donc, quand on a, par exemple, 70% des Congolais en âge de travailler, et que depuis ces 10 dernières années, on n'a pas créé de nouveaux emplois, ça veut dire qu'il y a un problème. Et même des quelques emplois temporaires que l'on crée en termes de quand il y a des chantiers et tout ça, mais on commence le chantier le matin, le soir ça se termine. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment de l'emploi en temps permanent voilà, voilà. Et ça fait qu'il y aura toujours un sérieux problème. Donc il faudrait que le ministère de l'Emploi puisse réfléchir sur une politique adéquate qui va avec la croissance démographique pour résoudre cette question, notamment avec les patronats des entreprises. Je parle de la FEC, parce qu'ils sont beaucoup plus très corporate pour des grandes fêtes, pour des échanges des vœux, mais de façon concrète. Des questions précises. Voilà, donc il n'y a pas de réponse vraiment aux vraies questions. Et par conséquent, aujourd'hui, malgré la présence du ministère de l'Emploi et la prévoyance sociale, il n'y a pas de prévoyance sociale, il n'y a pas d'emploi. Bon, maintenant, l'alternative, je l'ai dit, je crois que je l'ai déjà dit dans une de tes émissions, l'alternative à ça, c'est l'entrepreneuriat. Mais il y a maintenant un ministère de l'entrepreneuriat. Et encore une fois, là, il n'y a pas en fait de mesures beaucoup plus appropriées, adaptées, qui permettent à ce qu'il y ait réellement croissance. Il y a beaucoup plus de poudre aux yeux. On prend un jeune sur 70 millions de jeunes, on lui donne un financement, on fait beaucoup de publicité sur lui et après il est conditionné. Il ne parvient même pas à nous démontrer comment il vend ses produits et il s'est fait de bénéfices. Mais il a quand même reçu des financements. Il peut en recevoir 3, 4... Tantôt, il perd la paternité même de la chose. C'est dans ce que j'ai entendu. Bon, il arrive parce qu'il y a des incubateurs véreux qui veulent juste se taper toute la gloire. Eux-mêmes, ils n'ont pas réussi dans l'entrepreneuriat. Mais bon, ils s'accaparent de projets, ils se mettent devant. Et il y a quand même à boire et à manger. Le secteur n'est pas très bien organisé. Des fois, c'est en fait des gens qui n'ont pas, comme on dit, les mains inexpertes ont touché aux choses sensibles. Il y a maintenant 3 agences carrément qui font presque la même chose. Je crois qu'il y a Anadec, il y a Fogec, il y a un autre truc qu'on venait de créer sur l'emploi des jeunes. On a créé une agence. Mais bon, bref, le problème n'est pas de créer des outils, mais c'est de mettre des personnes qu'il faut pour atteindre des résultats, parce qu'il faudrait qu'on ait un benchmark. Il faudrait qu'on sache quels sont les indicateurs qui nous permettent de dire qu'on a réussi. On a combien de jeunes et combien sont en marge. L'ONEM était censé faire ça, mais l'ONEM, c'est les gens s'enregistrent pour avoir la carte des chômeurs. Mais à l'époque, il y avait un autre truc encore,
qu'on avait créé, bon, finalement, je ne sais pas. En termes d'identification toujours. Bon, qui n'était pas censé identifier. Proyen, je ne sais même pas où est-ce que c'est parti. C'était un truc dans le Apparemment, Hamas. c'est comme ça. En RDC, hein, il y a des trucs qui naissent et qui disparaissent. Voilà, mais à l'époque, Proyen a fait la doublure du travail que l'ONEM est en train de faire. Parce qu'il avait des commissions avec une entreprise télécom de la place. Les jeunes devraient faire un texto qui était l'équivalent de 0,25 $. Et il semble que le coordonnateur devrait avoir 0,10 dans chaque SMS. Alors que l'ONEM fait déjà ce travail d'enregistrement. Souvent, il y a des doublons. Il y avait le FNM, le Fonds national des microfinances. Souvent, il y a des doublons, mais pour peu de résultats, ou presque pas des résultats, sinon les cosmétiques, pour faire voir que, bon, voilà, on a maintenant des initiatives. Mais le problème, ce n'est pas de créer des gens qui dépendent des financements. Ça, c'est les plus grands problèmes. On ne met jamais un mécanisme en place parce que l'entrepreneuriat, se proposer sa valeur ajoutée, ses services et avoir de bénéfices. Et aujourd'hui, on a une catégorie des jeunes entrepreneurs qui n'ont que de prototypes de projets, qui vont de financement en financement, mais qui eux-mêmes n'ont jamais produit quelque chose et qu'un client a consommé et qui a, il y a de bénéfices par rapport à ça. Des sous, des cartes, comment expliquer ça? Mais justement, parce que en fait, aujourd'hui, regarde, la plupart des jeunes qu'on prime dans des trucs, ils n'ont rien à foutre avec les clients, ils n'ont rien à foutre avec les consommateurs. Eux, ils ne cherchent que des relations avec ceux qui financent, les trucs, parce qu'en fait, ils dépendent de ça. En réalité, tu vas voir un jeune qui te dit que, bon, voilà, j'ai mis en place, je ne sais pas moi, la vente de trucs bio. Bref. Mais il n'a que 2 pièces qui va de temps en temps présenter dans des grandes manifestations. Il a appris à pitcher. Il a appris à pitcher, il a un bon français. Et puis, après, on ne voit pas la suite. Et donc, il faudrait qu'il y ait de vraies personnes qui comprennent l'enjeu de la question de l'emploi et de l'employabilité, mais aussi l'enjeu de la question de l'entrepreneuriat, qui comprennent l'écosystème, mais qui, dans les fonds, sont dans une démarche où, effectivement, ces jeunes doivent se retrouver, pas une démarche qui dope ces jeunes, ou bien qui les conditionne comme une sorte de perfusion permanente à la dépendance, au financement perpétuel. Mais qu'ils parviennent, on sait que quand quelqu'un va dans un supermarché, il trouve le produit de tel jeune, il l'achète. On sait que les familles congolaises consomment cela. On sait que cela apporte réellement une solution. Au lieu que ça soit juste quelque chose pour la frime, pour les besoins de photos. Et en réalité, au fond, ça ne résout aucun problème. Et avec ce rythme-là, on est très loin à des années-lumière de ce que le chef d'État disait qu'il veut créer des millionnaires congolais. Ces agences, en fait, ne sont pas adaptées vraiment à la situation. Même ceux qui pilotent ces agences-là sont eux-mêmes entrepreneurs. Mais écoute, beaucoup de gens rêvent. J'ai rigolé avec un ami. J'ai vu un ministre provincial d'une province où on est allé implanter le PDM-PAME. Le projet Transforme. Mais le ministre ne connaît rien de ça. Mais il a mis sur son statut Monsieur Transforme. Tu vois le niveau de ministre. Si un ministre est à ce niveau-là où il est surexcité, de s'appeler Monsieur Transforme alors que ce n'est pas son projet. Alors, à ces jours, est-ce que la question liée aux retraités, qui se sont accaparés de postes depuis des années, ne serait pas une option pour libérer et faire place à l'emploi, donner aux jeunes de l'emploi? J'ai donné l'exemple de la France où c'est 62 ans pour la retraite, mais ils veulent le prolonger à 64 ans. Ici, c'est 65 ans. Est-ce que si on réduisait, cela ne serait pas une option pour des facilitations ou même un offre de soulagement pour les cas ou même le problème de l'employabilité? Un pays ambitieux, un pays sérieux, qui veut résoudre une question importante comme celle de l'employabilité ne peut pas compter sur une minorité des personnes âgées ou de personnes candidates à la retraite. Pourquoi? Parce que en fait, ces personnes représentent l'infime partie de la population. Et donc, si on veut donner une solution pour 40 millions de Congolais et on veut se focaliser sur la retraite, par exemple, de 20 000 Congolais, pas seulement, de 20 000 Congolais, ça veut dire qu'on a donné des mauvaises réponses à une question mal posée. Parce qu'on devrait mettre en place une politique de création d'emplois plutôt que de chercher à faufiler les gens à des endroits qui sont déjà en fait suffisamment équipés. Et
Et je ne suis pas en train de refuser que les gens ne partent pas en retraite. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une question. Et à juste titre, il faut saluer des réformes qui ont été faites, qui ont permis. Parce qu'en fait, le plus grand problème dans ces pays depuis plusieurs années, c'était quoi? On veut que les gens aillent en retraite, mais on ne veut pas leur donner leur pension de mise en retraite. Et par conséquent, ils refusent, ils préfèrent rester là, aller à son bureau. Voilà. Mais ce n'était pas vraiment leur problème. Ce n'est pas parce qu'ils ont la joie d'y rester. Ils ont besoin de ce repos, mais parce que l'État ne prévoyait pas de mécanismes qui vont accompagner cette mise en retraite. Voilà pourquoi ils ne partaient pas. Mais j'insiste sur le fait qu'il y a plusieurs solutions intelligentes, adaptées et qui reposent sur une vision claire. Je parlais de la création d'emplois parce qu'aujourd'hui, il y a, par exemple, je vais prendre un exemple. On ne veut pas assez dépenser pour certaines choses. Est-ce qu'il y a un mécanisme adéquat pour l'encadrement, par exemple, des enfants chégués qu'on voit en route ou ces enfants qui sont abandonnés à leur triste sort avec des aveugles, des enfants en âge scolaire? Il faudrait qu'on crée des structures qui répondent à des besoins, pas des structures qui se superposent, qui ne répondent à aucun besoin. Et par conséquent, il y aura des gens qui peuvent travailler. Il y a beaucoup de nos frères qui partent en Europe, qui fuient le pays. Mais certains sont dans des lazarets, certains sont dans des homes de vieillards, ils lavent de vieillards, ils les nourrissent. Il faudrait qu'on... C'est des emplois. Parce que souvent, on a tendance à vouloir minimiser. Tu ne veux pas faire ça dans ton propre pays, mais tu vas faire ça à l'extérieur. Mais est-ce que parce que les coûts, peut-être même la rentabilité ne pas non, pareil. Mais justement, il y a un SMIC. Il y a un SMIC qu'on peut créer. Moi, je dis par exemple, chaque fois, je fais exprès. Quand je vais dans un restaurant, dans un truc, la plupart des trucs où des Asiatiques ici voient les traitements qu'on réserve à nos sœurs qui sont serveuses là-bas. C'est des fois de salaire de 100 000. C'est des fois quelqu'un qui... 100 000, c'est d'ailleurs beaucoup. C'est des fois quelqu'un qui part à Pompage et qui vient travailler, par exemple, à Bon Marché. Il est censé peut-être payer 3 000 francs pour le transport, mais on lui donne chaque jour 2 000 francs. C'est juste. Imaginez qu'il n'a plus ces jours-là. Et que nos chauffeurs, qui ne sont pas humains, la plupart, quand il commence à pleuvoir, ils n'ont plus de direction. Chacun fait sa loi. Imagine dans ces contextes-là, ces filles-là sont abandonnées. Parce qu'on n'est pas sérieux. On devrait avoir un SMIC imposé à tous ces supermarchés. En deçà de ça, vous n'allez pas engager. Et leur dire, par exemple, pour la caisse, on veut que ça soit un Congolais qui soit là-bas. Parce que généralement, la caisse, le gérant, tout ça, c'est leurs frères qui sont venus, qui n'avaient même pas de niveau. Et on va laisser les Congolais être des serveurs, être des trucs, avec de maigres salaires. Et ce ne sont pas des contrats écrits. Et souvent, ce sont des contrats à l'oral. Et ils peuvent le renvoyer quand ils veulent. Moi, je fais ce genre de monitoring. Mais est-ce que celui qui devient ministre du Travail, il a ces informations? Est-ce qu'il fait ce genre de monitoring? Est-ce qu'il est entouré des gens qui font ça? Est-ce qu'ils font des descentes sur le terrain pour... Oui, mais écoute, mais pourquoi on devient politique? On devient politique pourquoi? L'engagement politique est une conséquence de l'engagement citoyen. L'engagement citoyen, c'est l'engagement communautaire. Ce n'est pas les trucs de se faire un pire petit soudoyé par RFI ou des médias occidentaux pour insulter les pays. L'engagement citoyen, c'est suivre des questions comme celle-là. Et exactement. Quels sont des problèmes d'ordre communautaire qui nous engagent, mais qui mettent en péril notre jeunesse, qui mettent en péril notre bien-être? Il y a le problème de SMIC. Il faudrait que le ministre du Travail puisse se pencher sur cette question, qu'on puisse avoir un seuil en deçà duquel on ne peut pas descendre pour qu'il y ait de la valorisation de nos jeunes qui sont dans les milieux de l'emploi. Il faudrait qu'on soit regardant avec cette histoire, par exemple, de stage professionnel, où dans certaines banques, on prend des jeunes, on leur dit vous allez faire 6 mois et puis après on va évaluer. Et après ce 6 mois, il a fait le travail que les engagés devraient faire. Et au bout de ces 6 mois, on le fait partir, on prend d'autres stagiaires. Ils travaillent et pour eux, c'est un manque à gagner. Ça permet de ne pas payer les hyper, ça permet de ne pas payer certains frais, notamment des l'INP, l'INSS, qui sont liés au fait que vous employez. Et certaines taxes. Et par conséquent, c'est du vol. Et c'est un manque à gagner pour l'État. Mais qui en parle? Qui travaille? Quand on prend juste des gens pour les quotas politiques, on les place de ministres, ils ne comprennent rien. Dans ces situations qui sont à plaindre,
qui sont à plaindre dans l'affaire. Est-ce l'État? Non, mais je suis en train clairement de le dire qu'il faudrait une vision bien claire sur la politique d'emploi et de l'employabilité. Et il faut mettre des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Il ne faut pas multiplier des agences. Chose qui n'est pas faite. Oui, mais la preuve, on en parle. Ouais. La preuve, les jeunes Congolais sont mal payés. Les jeunes Congolais sont très maltraités. Dans des supermarchés, dans des restaurants, dans des de take-away. Ils ne sont pas traités à leur juste valeur. Mais justement, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas... il n'y a pas régulation, il n'y a pas suivi, il n'y a pas autorité de l'État. Il n'y a pas de SMIC bien déterminé pour dire que de ça, on ne peut pas traiter les jeunes de cette manière. Ils doivent avoir des manières décentes. Un revenu, sûrement, ce n'est pas un revenu en or, mais qui permet à ce que, au moins, ce soit humain. Au moins que ça soit humain. Ces gens viennent, ils s'enrichissent, ils sont venus avec un restaurant. Demain, c'est eux qui construisent les immeubles à 10 niveaux. Ils sont favorisés parce qu'ils payent mieux l'impôt. Non, il faut arrêter. Ils ne payent pas l'impôt. Généralement, ils corrompent quelqu'un quelque part et puis on s'était. Ils ne payent même pas l'impôt. La plupart contournent. On a vu une fois un scandale, je ne sais pas où est-ce qu'on en était, où on citait le président de l'Assemblée provinciale avec un homme d'affaires ici qui avait beaucoup d'arriérés et qu'il fallait les couvrir. Bon, bref. Mais c'est ce genre de dossier qu'il y a dans ce pays. Nous sommes nous-mêmes. On n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Non seulement sérieux, mais nous sommes la cause. Oui, absolument. La principale cause de absolument. Il y a beaucoup de légèreté dans la façon de traiter des questions d'ordre capital. On ne sait pas valoriser notre peuple. Et pour valoriser le peuple, il faut commencer par là. Mais comme je le dis, l'État peut créer des emplois. Il y a plusieurs secteurs dans lesquels on peut créer des vrais emplois. Pas de choses pour caser ses copains et ses copines. De vrais emplois qui répondent à de vrais besoins et qui vont permettre à ce que l'État puisse générer effectivement de l'argent, mais répondre à certains besoins de la société, permettre à ce qu'il y ait le bien-être. Mais il y a des mesures à prendre dans les secteurs d'employabilité qui permettent à valoriser, à rendre humain le travail que le Congolais et la Congolaise fait et donner un certain nombre de principes. Et même la loi sur le travail n'est pas respectée parce qu'elle n'est pas vulgarisée. Mais on s'en fout de ça. C'est comme un torchon qu'on fout au pied. Il suffit que quand un ministre devient ministre, on l'appelle par un quidam, on lui donne une jeep, c'est fini. Il ne parlera plus des questions liées à cela. Et par conséquent, il y a un problème. Il y a un problème sérieux. On sera toujours en décalage. Il y aura beaucoup plus de demandeurs d'emploi, mais très très peu de travail. Ailleurs, tu as cité la France tout à l'heure. Certains pays sont déjà saturés. Mais nous, on est encore, je vais dire, vierge. Ça veut dire qu'on n'a pas encore suffisamment exploité le cadre de l'employabilité. Et donc, c'est le rôle de l'État dans la régulation, dans la création de ses propres emplois, pas des emplois temporaires pour venir créer des vrais emplois permanents, et puis dans la régulation du secteur privé où les jeunes sont bouffés à toutes les sauces. Et je crois bien que cela est possible s'il y a la volonté politique, s'il y a une vision, mais si on prend au sérieux ce qu'on veut faire et si on est tenu au sens du résultat et de l'honneur. Et si on veut valoriser la population congolaise. Est-ce qu'à ces jours, puisque nous parlons d'ailleurs de l'emploi, dans cette crise, est-ce que d'une part, notre système éducatif n'a pas une part de responsabilité? Oui, il y a une grande part de responsabilité. On veut de l'emploi, mais déjà très jeune, on n'apprend pas aux jeunes comment créer de l'emploi. Oui, comme je le disais à longtemps, les jeunes s'évertuent dans la rédaction de lettres de demande d'emploi. Oui, mais ce n'est pas mauvais, Jamie. Ce n'est pas mauvais d'écrire des lettres d'emploi. Ça existe de tous les temps et ça existe partout ailleurs. Et on ne peut pas avoir un monde où tout le monde est entrepreneur et chef d'entreprise qui va travailler pour l'autre. C'est toujours normal. Il y en a toujours et partout ailleurs. Les travailleurs, les employés sont toujours en plus grand nombre que ceux qui fournissent le service, les chefs d'entreprise et autres. C'est très important. Mais tu as fait bien de soulever la question de la qualité de l'enseignement. Je le relevais. Je suis de même formation que toi à la base. Je suis formé journaliste, mais du haut de mon, je l'ai dit en son temps, du haut de mon bac plus 5 en audiovisuel, je suis allé découvrir le logiciel Koulédit en son temps à une chaîne de la place.
quand je suis allé pour mon stage professionnel. Donc, bac plus 5. Donc, je savais quand j'ai sorti de l'université. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de cours où on apprend, par exemple, alors qu'aujourd'hui, on parle de JRI, journaliste reporter d'image. On est en train de nous bourrer avec des notions, par exemple, de satellites géostationnaires qui devraient être réservés aux étudiants de l'ISTA ou en télécommunication. Mais on n'apprend pas à quelqu'un les fonctionnements d'une caméra. Tu finis en audiovisuel, mais tu ne sais pas comment. Donc, si tu n'as pas ta propre caméra, si tu n'as pas appris sur l'État, il n'y a aucun cours où on apprend. Et pourtant, aujourd'hui, nous sommes dans les GRI. Mais on passe le temps. En fait, l'éducation, le programme n'est pas approprié. Mais je suis très, très étonné. C'est biaisé. On ne met pas à jour. Une parenthèse. Je me rappelle, j'étais en G2 et il fallait faire un TP, un travail pratique sur l'image, faire un champ contre champ. Mais on a été choqués de voir qu'il fallait tout simplement donner de l'argent. Vous vous posez sur un plateau de télé et c'était les techniciens qui les faisaient à notre part. Bon, dites-nous, on sort avec quoi? Donc, c'est justement ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, on devait faire des réformes sérieuses en termes de l'éducation. Parce que, en fait, en termes de l'enseignement, parce qu'il y a beaucoup du superficiel. Ça, j'ai juste donné un exemple dans le domaine de l'audiovisuel. Il y a beaucoup d'exemples partout ailleurs. Il faut regarder chaque fois qu'il y a examen d'État lors de la dissertation. Les interviews qu'on fait passer à la télé de finalistes, ça laisse à désirer. On en rit, mais c'est triste. Mais le plus grand problème encore, c'est que au lieu d'aller dans ce qui est un problème de fond substantiel, on est beaucoup plus dans ce qui est cosmétique. Encore une fois, on veut LMD, on veut truc pour faire genre, alors que ça ne résout aucun problème substantiel, aucun. Ça vient d'ailleurs compliqué. Maintenant, il y a des universités où pendant la même année académique, il y a ceux qui sont en LMD. L'autre te dit non, moi je suis en L1. L'autre te dit moi je suis en L1, LMD. Tu vois, l'autre qui te dit je suis en master. C'est un peu comme cette histoire où on vient, je vois des gens qui s'appellent experts en éducation parce que maintenant il a appris à dire 7e et 8e. Mais c'est creux. Quelle est la différence qu'on ait, comme on avait première primaire jusqu'en 6e primaire, on passe en première secondaire, première C au cycle d'orientation et avec 7e, 8e. Est-ce qu'il y a des que de folklore. Généralement, on veut suivre des choses inutilement, on est complexé. Et bon, les experts en éducation de l'UNESCO ont dit, et puis on s'élance. Est-ce que ça résout un problème substantiel de la formation, de l'information, de la transformation de l'enfant, parce que les processus de l'enseignement, c'est le développement personnel. C'est le développement personnel. Est-ce que c'est utile? Ça apporte une substance par rapport à ça? Personne ne peut me démontrer qu'en passant de 6e à 7e, 8e, pour ne plus parler des trucs, ça résout. Ça résout un problème substantiel des connaissances et les enfants sont devenus plus intelligents qu'avant, ou bien les enfants maintenant maîtrisent le cours. Vous voyez, on est dans les cosmétiques. Le ministre va vraiment se faire beaucoup de tapage, comme il a apporté quelque chose, LMD et trucs. Mais c'est creux de chez creux. Ça compliquait les choses. Aujourd'hui, les professeurs ne sont toujours pas mis à jour. Les syllabus, vous trouverez, ça fait 20 ans, les mêmes exemples. Par exemple, en G1 à l'IFASIC de la Brève, le pape vient de mourir. Internet est devenu une source d'information, mais on ne les cite pas dans les syllabus. En fait, il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas d'adaptation. On veut même réconcilier les numériques. On garde des choses archaïques, on ne se met pas à jour, mais on est dans les cosmétiques. Et donc, en fait, la question qu'on devait se poser, quels sont les métiers actuels? Quels sont les métiers d'avenir? Et quel type de réforme on peut apporter dans le cours pour que cela réponde aux besoins de l'emploi. Et par conséquent, on devrait aussi regarder... Vous êtes déjà dans le remède, je signale, parce justement, que voilà. touche à sa fin. Quels sont les problèmes de la RDC, par exemple? Quelles sont les potentialités de la RDC qui ne sont pas encore exploitées? Et comment on peut concilier, comment on peut déjà aujourd'hui préparer les jeunes Congolais pour répondre à ces besoins? L'État devrait même avoir des programmes où l'État lui-même conçoit déjà dans 10-20 ans quel type de réponse on veut adopter et il donne des bourses aux jeunes. Il les envoie par exemple en Inde pour apprendre des vraies technologies.
On choisit sur base... Non seulement envoyer, mais on peut faire appeler des gens ici. On envoie au Bangladesh. Parce que, en fait, dans les cadres d'échange de connaissances et tout ça, aujourd'hui, les plus grands ingénieurs en IT, en informatique et tout ça, qui sont pleins aux États-Unis, sont du Madagascar, sont de l'Inde, sont du Bangladesh. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'on se déplace. On se dit, bon, on veut implanter une usine de transformation de l'or. On prend des jeunes aujourd'hui, dans 5 ans, ils seront capables d'être... On les envoie dans des endroits où on étudie sérieusement. Mais ici, on est dans les folklores. Je vais te choquer. J'étais très triste il y a 2 jours. J'ai suivi une émission à la radio où on rapporte qu'une trentaine de jeunes pris au là-bas par la gouverneure, envoyés en Tunisie et je ne sais pas moi en Chypre, soit disant que c'est une bourse pour qu'ils étudient, qui étaient des finalistes de lauréats de 2019, sont abandonnés à leur triste sort. Certains, on les a chassés de Homme là où ils étaient et ils ne savent plus quoi faire là-bas. Ceux qui sont souples, certaines familles ont rappelé leurs enfants, mais des enfants sont restés abandonnés à leur triste sort. Et quand on appelle, on ne sait pas atteindre la gouverneure, son directeur de cabinet, on ne l'atteint pas, et puis le ministre de l'enseignement provincial, qui avait promis d'accepter d'intervenir en direct dans l'émission, en pleine émission, il n'a plus intervenu. Et ça, c'est des problèmes avec les politiques. On fait du tapage, du populisme, gros, mais on ne résout pas des problèmes substantiels. En gros, qu'est-ce que l'on peut retenir comme remède? On peut mettre en place un programme. Je l'ai dit ceci. Premièrement, l'État doit créer de l'emploi. La création de l'emploi doit être adaptée aux dynamiques de la vie et par rapport au potentiel que le pays a. Et puis, on devrait avoir de vraies réformes dans l'enseignement. Pas du mimétisme parce qu'en Europe, on a fait ceci, parce que l'UNESCO a dit, et puis parce que je vais impressionner les gens avec des sigles LMD. Des vraies réformes qui répondent à des vrais besoins, qui rendent effectivement service à la nation. Et 3, je disais, créer des bourses prospectivistes et avant-gardistes par rapport à une projection de 10 ans, de 15 ans de la nation sur des métiers qui peuvent absorber beaucoup de réponses. Moi, je suis en contact avec beaucoup de jeunes qui sont dans des grandes universités aux États-Unis qui sont dans les STEM. Il y aura un numéro de suite pour étancher votre soif. C'est une question qui... il faut une vision, il faut des compétences, il faut effectivement voir de vrais problèmes par rapport à cela. Alors, comme je le disais à l'entame de mon émission, coach, merci d'avoir répondu présent. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Alors, c'en est fini pour cette émission, madame, messieurs. Nous avons été là, on va dire, parfumés de causes, d'abord de l'origine de causes, et on a eu à trouver un remède palliatif à la question liée à l'employabilité ici en RDC. Si les images d'aujourd'hui vous ont plu, j'ai dit grand merci à l'équipe technique de la chaîne BSTV d'avoir été derrière la caméra. À vous tous qui l'avez suivi, je vous dis grand merci pour votre réel et sympathique attention. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Ciao.